Et je passe la main à Anne-France pour rentrer à proprement parler dans la session. Bonjour à toutes et tous. Ça y est, nous y sommes. L'économie régénérative et ses grands principes. Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir Romain Cristofini, qui est là pour nous en parler. Bienvenue à toi, Romain. Je suis vraiment ravie de te retrouver ici dans la session 2 de notre parcours 2 à BSB. Romain, il est directeur recherche chez Lumia. Il est aussi auteur et il est coach. Et Lumia, c'est un centre de recherche, action et de formation sur l'entreprise régénérative. Et c'est aussi, surtout, un partenaire de la première heure de la CEC. Sous vos applaudissements, je te passe la parole, Romain. Merci. Ben merci de m'accueillir comme ça. Je suis heureux qu'on prenne ce temps-là. Je suis heureux pour plein de raisons. Je suis heureux parce que j'ai toujours un grand plaisir à venir regoûter à l'énergie de la CEC. Donc je vous remercie pour ça. Je vous félicite aussi d'être dans le parcours parce qu'on en a besoin. On a encore besoin de pionniers, on a encore besoin d'entreprises qui y vont, qui remettent en cause ce qu'ils ont là et qui ouvrent ce qu'ils ont là, le cœur. Donc ça, c'est merci parce que je sais que je vais recevoir de vous et j'espère que je vais vous donner aussi. Merci à l'Energizer. Moi, je trouve que les mots ne recouvrent pas forcément tout ce que ça représente. Parce que ce qu'on a fait là, en dehors de réveiller le corps, moi j'en ai besoin parce qu'il est un peu cassé aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que tu nous as permis de faire? C'est de remettre un petit peu de la vie. De la vie, parce que des fois, il en manque de la vie dans nos organisations. Et donc d'ailleurs, je vais vous parler de ça, moi. On va parler de la vie. Parce que l'économie régénérative, vous allez voir, ça va être très concret. Hein. Mais ça va être aussi quelque chose, c'est une des intentions que j'ai, c'est un petit peu un exercice d'équilibriste, parce que j'ai 1 heure pour aborder pas mal de sujets, mais c'est de ne pas perdre l'essentiel, que cette approche régénérative, elle n'est pas simplement technique, ce n'est pas une itération de solutions, ce n'est pas des nouvelles façons intelligentes de faire du business un peu plus propre. C'est porteur en soi d'un changement de paradigme. Et donc, je vais semer, j'espère, quelques graines, voilà, pour que ensemble on le tutoie un petit peu, ce paradigme-là, parce que c'est ça qui donne de l'espoir. Hein. C'est le fait que ce paradigme régénératif, il nous invite à changer, bien sûr, nos entreprises. On va parler de modèle économique, à changer pas mal de choses. Mais fondamentalement, il nous invite à changer de société. Il nous invite aussi à se mettre peut-être dans un temps plus long. Il nous invite peut-être à convoquer nos enfants. Vous savez, il y a des peuples premiers. Peut-être que j'en parlerai un petit peu, mais parce qu'ils me fascinent beaucoup et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Vous savez, les peuples indigènes. Il y a un peuple notamment qui s'appelle le peuple Navarro, vous connaissez, hein, aux États-Unis. Et les Navarros, dans leur tradition, quand ils prennent une décision, ils la prennent dans la perspective des conséquences de cette décision pour les 7 générations à venir. Ouais, donc on a encore de la sagesse pour renouer avec ça, parce que déjà, essayons de l'apprendre pour les quelques générations qui viennent, mais voilà, on est dans quelque chose qui est porteur de plein de choses et que je vais essayer de rendre vivant et en même temps concret pour vous. La dernière raison qui fait que je suis heureux d'être là, alors vous voyez la roche de Solutré, je ne suis jamais monté, mais elle ressemble vraiment à ma Provence. Moi, je vis en Provence, mais je suis surtout heureux d'être à Dijon parce que j'ai du sang bourguignon. Parce que moi, j'étais un gamin qui courait en Saône-et-Loire, à Chagny et à Nantou, un petit village, parce que ma grand-mère est de là. Donc voilà, je suis heureux aussi de venir amener ma petite pierre à l'édifice de la Bourgogne. Et j'aurais même pas le temps d'aller acheter 2-3 bouteilles, ça c'est mon grand désespoir. On y va? Ouais. Ça a été dit sur Lumia, donc on fait de la... Ça c'est la yourte, hein. Donc si un jour vous avez envie de venir près de Cannes, venez vous enyourter chez nous. On a une Bastide, on travaille vraiment, c'est chouette, nous en Sartou, parce que c'est une des villes en transition les plus avancées. Voilà, et notre mission à nous, c'est de rendre atteignable ce paradigme-là, de le rendre atteignable par de la recherche, par des formations, par des outils, par des méthodes. Donc, je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'on a trouvé en termes de recherche, mais aussi ce qu'on a surtout trouvé auprès des entreprises. Hein. C'est de la recherche-action, c'est-à-dire c'est pas quelque chose où on se dit ah, il faudrait que ça soit comme ça. Moi, je suis chef d'entreprise, hein, ça fait plusieurs entreprises que je crée, donc j'ai fait une école de commerce. Enfin, on est dans le concret. Hein, c'est pas de la recherche un petit peu fondamentale ou lointaine. Voilà, et notre job, c'est ça. Et donc, on accompagne aussi un certain nombre
nombre d'entreprises et de territoires. Et grâce à ces accompagnements, on nourrit nos outils, on nourrit nos savoirs. Et comme ça, on essaye de les diffuser. C'est ça notre rôle, nous, dans le système sociétal qu'on essaie de changer. Donc, youpi, parce que peut-être que par rapport au parcours que vous avez fait jusqu'ici dans la CEC, vous êtes pris la claque, vous êtes pris de constat, vous êtes pris beaucoup de choses. C'est pas facile. Il faut assimiler, mais en même temps, c'est indispensable d'y passer. Et puis, peut-être que là, on va commencer ensemble à aller dans le concret. Donc, en général, quand on est décideur, on sourit, on se dit « Ah, youpi, enfin !» On va parler un peu business modèle économique, on va parler d'activité, on va faire atterrir tout ça dans le réel. Alors, peut-être pour faire le lien avec ce que vous avez déjà eu, l'économie régénérative, je vais surtout parler d'entreprise régénérative, le sujet est vaste. Pourquoi ça s'impose à nous ? Alors, rassurez-vous, je ne vais pas passer 20 minutes là-dessus, mais je pense que vous les avez vus. On est OK ? Ces limites planétaires. Et donc, ces limites planétaires, elles nous disent une chose fondamentale. Elles nous disent, allez, deux choses pour ne pas passer trop de temps. Première chose, les conditions d'habitabilité de la Terre sont en question. Donc, on est face à un enjeu majeur auquel l'humanité n'a jamais été confrontée, c'est des conditions de vie sur Terre qui sont menacées alors qu'elles étaient stabilisées depuis 12 000 ans. Ce qui a permis à l'humanité de se développer avec le succès qu'on peut lui attribuer en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui, 6 ou 7 de ces limites sont dépassées, donc nous sommes face à une mise en danger des fondements de la vie. Et ça n'est jamais arrivé. La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, le paradigme classique de la RSE, si on le dit comme ça, la RSE classique, ce qui a sous-tendu en fait l'immense majorité des actions qu'on a pu mettre en place dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans les collectivités territoriales, et tous les acteurs finalement de l'économie, ça a été d'essayer de réduire nos empreintes, de réduire nos impacts négatifs, notamment sur les écosystèmes. Et cette réduction des impacts négatifs, elle ne suffit plus. Elle ne suffit plus parce que si on continue de simplement essayer de faire moins d'émissions de carbone, de faire un petit peu moins de consommation d'eau, de consommer peut-être un petit peu moins de matière, ça ne suffira pas à réintégrer un espace de sécurité qui est l'espace en vert. Donc le premier grand changement qu'amène l'économie régénérative, changement de paradigme, qui est une ambition à la fois plus importante, donc plus difficile, mais enfin quelque part à la hauteur de ce qui se joue, c'est de dire maintenant nous devons, par nos activités, créer des impacts positifs. Et on parlera même d'impact positif net, c'est-à-dire finalement que sur le périmètre de mon activité, on va voir que des fois il faut sortir du périmètre de son activité. L'idée c'est que j'ai finalement une création d'impact positif qui soit supérieure aux impacts négatifs. Alors quels impacts ? Les impacts sur les différentes limites planétaires. Sous-entendu, pas simplement mes impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier grand message, si vous voulez, de l'économie régénérative, fondement, c'est de dire nous allons rechercher des impacts positifs et potentiellement des impacts positifs nets. Alors je vais juste mettre ici quelque chose pour pas tomber dans un piège qu'il y a pu avoir et auquel nous on a peut-être même contribué au début, peut-être avec les CEC, c'est de tout de suite se dire il faut absolument le plus vite possible que je passe vers un modèle économique qui génère des impacts positifs nets. Et donc moi je vous invite plutôt à regarder en disant je vais rentrer dans un chemin. Aller vers un chemin, et on parle plus de chemin à visée régénérative que d'entreprise régénérative ou d'organisation régénérative. Évidemment, on va aller plus vite pour des raisons de langage, mais voilà, gardez plutôt l'idée de rentrer dans un chemin, c'est-à-dire comment je rentre dans une dynamique où je vais créer des impacts positifs, plutôt que de s'enfermer tout de suite en disant il faut absolument que j'ai des impacts positifs nets. Tout ça va prendre du temps. Au moment où je vous parle, même si la recherche sur l'économie régénérative, ça fait à peu près 40 ans en fait, qu'il y a des recherches là-dessus. Ça s'est évidemment accéléré depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mais il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et au moment où je vous parle, il y a plein d'industries, enfin de secteurs d'activité, sur lesquels on ne sait pas s'ils seront potentiellement régénératifs. Il y en a peut-être même, on fait l'hypothèse qu'ils ne le seront jamais, parce que leurs impacts négatifs seront supérieurs. Donc voilà, prenez tout ça avec aussi de la souplesse, mais néanmoins, vous allez constater que l'intention, elle est ferme. Alors, comment on y va, en fait, vers ces impacts positifs nets? On y va avec deux mouvements. C'est vraiment important de considérer ces deux mouvements, et je vais rentrer maintenant dans évidemment, le concret sur le plan des modèles économiques. Le premier mouvement, ça va être de réduire les impacts négatifs, mais d'aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'ici. On va parler de réduire ces impacts négatifs à leur seuil incompressible. Et puis le deuxième mouvement qui va nous intéresser, et je vais passer plus de temps, c'est évidemment celui de créer des impacts positifs. Et alors, quand on parle de régénération,
je ne vous apprends rien, je vous le rappelle, on parle de régénération socio-écologique. Donc la régénération, elle est autant sur les écosystèmes que sur les communautés humaines. Moi, je vais aujourd'hui surtout me focaliser dans mon temps de parole sur la régénération écologique, mais vous verrez dans les quelques exemples que je vais vous donner qu'on est systématiquement, en général, sur une approche qui combine les deux dimensions. Alors, on va regarder d'abord le premier mouvement. Regardez vraiment ça, un mouvement tic, un mouvement tac. Alors, pourquoi je vous présente ça comme ça? Parce qu'il ne s'agit pas simplement, il s'agit pas de dire, allez, je vais commencer à créer des impacts positifs et puis je vais faire du regen et puis je mets en stand-by finalement tout ce que je faisais dans ma RSE classique. Non. Il s'agit de mener ces deux mouvements de façon simultanée. Ce n'est pas l'un après l'autre, c'est essayer vraiment d'œuvrer sur les deux. Donc, continuer sur toutes les démarches RSE, mais en allant plus loin, et c'est ce qui nous amène à parler de modèle économique, et puis se poser la question de comment on crée des impacts positifs. Alors, il y a un impératif, c'est celui effectivement de regarder le modèle économique. Et ça, finalement, c'est assez nouveau. Jusqu'ici, la RSE, elle ne posait pas la question de changer le modèle économique de l'entreprise. Oui, on faisait ce qu'on appelait de la RSE, je vais le dire avec nos mots à nous d'experts sur le modèle économique, on faisait de la RSE périphérique. Donc on touchait à plein d'endroits où on essayait de travailler sur le sourcing, sur les productions, etc., tout plein d'endroits du modèle économique, mais on ne se posait pas la question de dire comment est-ce que mon modèle économique, par sa dynamique propre, c'est-à-dire au cœur de ce que je produis, de ce que j'offre, de ce que j'amène au monde, comment est-ce que ça peut être mécaniquement générateur d'impact positif. Alors pourquoi on se dit qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers le modèle économique? C'est que malgré tout ce qui peut exister, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout plein d'approches ici de classiques de la RSE qui consiste à réduire nos impacts négatifs, on constate, ne serait-ce que sur la dimension carbone, que les boîtes, par exemple, qui ont poussé très 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 loin ces différents sujets, avec l'économie circulaire, l'eau-tech, etc., en fait, même elles plafonnent à environ 30% de réduction de leur empreinte carbone. On a beau aller très, 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 très loin, on ne dépasse pas 30%. 30%, c'est loin des accords de Paris. 30%, c'est loin des trajectoires SBTI, etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez aller plus loin que ça, on ne peut pas faire l'économie de questionner son modèle économique. ISO-modèle économique, c'est-à-dire finalement, allez, on fait les choses le plus propre possible, mais on ne touche pas au cœur du business, je le dis de façon un peu plus crue, en fait, ça ne marchera pas, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et ça, je vous le dis, on a, nous, beaucoup d'échos, notamment de grands groupes, qui disent, en fait, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne remet pas en cause le cœur même de comment on produit ce qu'on fait, comment on le vend, comment on contractualise, comment on partage la valeur, etc., ça ne marchera pas. Donc, il y a besoin d'aller vers l'innovation de modèle économique. Et puis aussi, évidemment, il y a besoin, je ne l'aborderai pas, peut-être que d'autres intervenants l'aborderont, il y aura besoin peut-être d'avoir des renoncements à un certain nombre d'activités ou de produits parce qu'elles ne seront jamais suffisamment éco-socio-compatibles pour perdurer et qu'elles oblitéreraient finalement toute démarche d'évolution du modèle économique. Alors, je l'aime bien celle-là. Il y a toujours 1000 raisons, en fait, de ne pas se poser la question de son modèle économique. Mais je vous parle aussi, moi, en tant que chef d'entreprise, au fond, on n'a pas trop envie. Surtout quand il fonctionne encore, à peu près. Parce que changer un modèle économique, ce n'est pas évident. Changer un modèle économique, il faut du courage. Changer un modèle économique, c'est incertain. Changer un modèle économique, ça prend 2, 3, 4 ans. On n'est pas sûr. Donc, quand on a son modèle éco, ses habitudes, avec toutes les équipes qui sont habituées, etc., on a tendance à dire, bon, c'est quand même un gros chantier, est-ce que c'est vraiment le moment? Et donc, on repousse. Et donc, ça repousse. Dans plein de boîtes. C'est normal, c'est pas évident. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que pour aller vers un changement de modèle économique, il va falloir quand même cheviller cette régénération un petit peu dans le cœur. Il va falloir l'ancrer profondément pour que vous puissiez tenir le cap. Mais je crois que c'est aujourd'hui une responsabilité des dirigeants. Il y a beaucoup, je pense, de dirigeants dans la pièce, et puis pas que des dirigeants, des décideurs, on est tous responsables de ça. Il y a une responsabilité, c'est quand même de se projeter un peu dans le temps. Nous allons, je pense que vous avez eu des intervenants là-dessus, nous allons vers une descente énergétique, matérielle, on va vers une raréfaction de ressources, on va vers un monde extrêmement incertain, et ne serait-ce que faire l'exercice de se dire est-ce que mon modèle économique actuel est capable de tenir dans les années qui viennent, ne serait-ce que ça, c'est précieux pour une entreprise. Et or, on constate, nous, qu'il y a encore énormément d'organisations qui ne font pas ce travail. Alors, c'est quoi un modèle éco? Peut-être sans trop rentrer dans le détail, mais un modèle économique, ce n'est pas uniquement, souvent on résume ça en disant qu'est-ce que je produis et comment je le vends.
ce que je produis et le mode de contractualisation de ce que je vends. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on appelle d'abord un socle institutionnel, donc la raison d'être de l'entreprise ou sa mission, et puis sa gouvernance. Tout ça, ça fait déjà partie du modèle économique. Souvent, d'ailleurs, on constate qu'on a une raison d'être d'entreprise qui n'est pas du tout cohérente avec ce qu'elle produit. Elle affiche des choses, mais finalement, sa dynamique de modèle économique n'est pas alignée avec ça. Ce qui va nous intéresser plus précisément, puisque vous allez voir que c'est là qu'on va aller regarder sur un plan régénératif, c'est la dimension réelle. Donc, la dimension réelle, c'est la création de valeur. Concrètement, c'est quelle est mon offre et à qui je le vends. Vous avez la production de valeur, c'est quels sont les processus que je mets en œuvre pour créer ces offres, ces services, ces produits. La distribution, comment je les rends accessibles à ma cible. L'appropriation de la valeur, c'est moins connu, c'est comment je m'assure que toutes les fonctionnalités, toute la richesse de mon offre, elle est bien acquise, que ma cible, finalement, est capable de la comprendre. Et donc, elle prend toute la valeur, finalement, que j'ai créée. Là, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a encore énormément de déficits à ce niveau-là. Je vais vous sonder, si vous êtes OK. Là, on va faire un sondage très rapide. Qui dans la salle utilise plus de 2 fonctionnalités de son micro-ondes. 2 fonctionnalités. Levez la main. Plus de 2. Plus de 2. Allez. Ouais, 3. Qui d'autre? Bon, plus de 1. Plus de 1. Allez. On baisse. Ah, merci. Donc, génial. Bon, vous voyez, enfin, c'est une boutade. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir des armées d'ingénieurs qui font des super fours à micro-ondes avec plein de fonctions. Et nous, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? On va s'énerver parce que le truc simple qu'on veut faire, parce qu'on est pressé, qu'on voudrait chauffer la barquette de frites, on se prend la tête parce qu'il y a 50 boutons. Vous voyez l'exemple, en fait, d'un déficit d'appropriation de la valeur. On crée des belles choses, mais finalement, à l'autre bout, il n'y a pas ça. Il y a d'autres champions, par contre, de l'appropriation de la valeur. C'est des gens comme Apple, que j'adore. Vous imaginez, j'essaie au fond de mon cœur, ceux-là. Surtout par rapport à ce qu'ils font à mes enfants. Eux, ils sont super forts là-dedans, puisqu'ils vous font croire que vous achetez un truc absolument génial, ça s'appelle le précieux. Enfin bon, on est complètement... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis vous avez dans la partie monétaire, et là on va y revenir, la monétisation de la valeur. Donc concrètement, quels sont les modes de contractualisation que j'utilise dans la transaction? Et donc là, il y en a plein. La monétisation de la valeur, souvent on se dit, je peux vendre mon produit à l'unité, donc il y a un prix, les gens l'achètent, c'est ce qu'on fait n'importe tous au quotidien. Je peux aussi le mettre en location. Donc ça a été une grande vague, les locations, ou par un abonnement plutôt. En fait, non, il y en a beaucoup plus que ça, des modes de contractualisation. Il y en a, nous, on en comptabilise 17 à 18. Il y a plein de possibilités d'innovation par le changement de mode de contractualisation. Et puis, la question qui fâche un petit peu et qui nous amène aussi au régénératif, c'est la répartition de la valeur. La répartition de la valeur, c'est concrètement, j'ai créé pas mal de valeur. À qui je la partage? Et donc là aussi, dans le champ du régénératif, on va regarder quelque chose de plus large que simplement partager avec des parties prenantes habituelles que sont au hasard les actionnaires, les salariés. On va se poser la question de comment je pourrais contribuer de façon plus vaste à l'écosystème auquel j'appartiens. Ça va jusque-là? Ouais? Le rythme, c'est bon? Je suis obligé d'aller un peu vite? Ouais? On a un petit temps, j'ai oublié de dire, il y aura un petit temps d'échange après. Donc, à moins que vous soyez vraiment sur un point dur, un truc, vous êtes assis dessus et vous dites tant qu'il ne répond pas à ça, je ne peux pas. Mais sinon, on se réserve des questions et un temps de résonance à la fin. Alors, ça, c'est un des messages importants que j'ai envie de vous passer. Et moi, quand je l'ai découvert, ça a été à la fois, je me suis dit, mais quelle évidence, et en même temps, je me suis pris une claque. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos modèles économiques sont ce qu'on appelle volumiques. Vous êtes familier de cette notion? Ouais, ça commence? Eh bien, c'est super, parce que je pense qu'on aurait dit ça il y a 3-4 ans, personne n'aurait compris ça, en fait. Eh oui. La plupart des dynamiques de performance de nos modèles économiques, elles reposent sur le fait de vendre plus de quelque chose. Plus de produits ou plus de services exactement pareil. Et on est tellement biberonné à ça, on a tellement été conditionné par ça, en fait, qu'on ne se rend pas compte que mécaniquement, nous sommes pris dans cette dynamique. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, je suis pris dans cette dynamique si je ne fais pas gaffe. Nous-mêmes, Lumia, on essaye de sortir du volumique. Parce qu'on se dit, mais non, en fait, ce n'est pas sain, le volumique. Le volumique, il épuise autant la planète que les hommes. Donc, ce n'est pas simple. Je ne dis pas qu'on va tous pouvoir sortir du volumique, mais qu'il va falloir regarder ça. Et pourquoi il faut regarder ça? Parce que ce volumique, quand on regarde, par exemple, la production de produits, il est systématiquement couplé à une augmentation de la croissance de l'énergie et de la matière.
Il n'y a rien, aucune étude qui a démontré que nous pouvons découpler l'augmentation des volumes d'une entreprise de sa consommation de matière et d'énergie. Donc, si vous voulez continuer à croître mécaniquement, vous accroîtrez vos impacts négatifs sur la planète et aussi sur les êtres humains, parce qu'il faut que ça tourne, hein, le service, c'est pareil. Hein. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle, nous, un environnement de visite de croissance, c'est-à-dire qu'on est biberonné à ça de partout, à commencer par nos indicateurs macroéconomiques qui nous disent, bah oui, c'est quand même important la croissance. Hein. À ce sujet, allez regarder le PIB, si vous avez 5 minutes un jour, allez sur YouTube et vous allez regarder, vous tapez historique du PIB, vous trouverez une petite vidéo qui va vous raconter comment a été créé l'indicateur du PIB. Et vous découvrez qu'il n'a rien à voir avec la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Et qu'en aucun cas, et dès le début, le créateur de l'indicateur n'a dit c'est jamais, en aucun cas, un indicateur de bien-être d'une société. C'est pas ça du tout. Mais bon, on est là-dedans. On est là-dedans, on pense que quand on fait des efforts pour réduire nos impacts négatifs, qu'on fait de la sobriété, qu'on fait toutes les choses que j'ai vues, eh ben, ça va suffire à être un peu plus propre. Non, on fait juste un peu moins mal, mais en général, ça aussi c'est une notion que vous connaissez, je rappelle juste, en général, quand on fait tous ces efforts-là, les gains qu'on peut avoir, hein, si on baisse par exemple notre consommation d'énergie, parce qu'on fait de l'efficience énergétique, les gains qu'on va avoir, on a tendance à les reperdre immédiatement, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, ça consiste à finalement, on oublie que l'homme a une insatiable propension à toujours vouloir augmenter son bien-être et donc à consommer immédiatement les gains de productivité ou les gains d'énergie ou de matière. Et donc là, je vous laisse voir les statistiques de notre Twingo entre aujourd'hui et la dernière. Vous allez voir qu'elle a un peu pris du poids. Ce n'était pas le but quand même d'une Twingo au départ, pour ceux qui se souviennent du lancement, pour ceux qui ont un peu de cheveux blancs comme moi. Lancement des premières Twingo, c'était un peu un truc quand même, c'était génial quoi. On se dit enfin ils cassent les codes et puis c'est une voiture, on va vers quelque chose de minimaliste. Pas du tout. Et donc je vous ai épargné les cas, évidemment le cas du SUV qui est le SUV, mais j'ai envie de dire de toutes les voitures finalement qui multiplient les options alors qu'il faudrait aller vers quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc vous voyez, malgré tout, même quand on essaye d'être un petit peu meilleur, on a tendance à reperdre. L'exemple énorme de l'effet rebond, c'est le passage à la 5G. Et tout le discours qu'il y a eu entre 4G et 5G, les écolos qui disaient « mais non, la 4G, ça va être une catastrophe », et puis les opérateurs qui disaient « mais vous rigolez, la 5G, c'est génial, les consommations vont être beaucoup plus faibles en énergie ». Vous avez raison, les opérateurs. Là où vous avez tort, c'est que le volume a explosé. L'usage a explosé. Donc au global, effet rebond massif. C'est Philippe Biwix, je crois, qui dit que si on continue dans cette trajectoire, il faudrait, dans quelques années, je ne sais plus la date, vous regardez, mais ça avait marqué, il dit qu'il faudra en fait que toute la surface de la Terre soit recouverte de panneaux solaires. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'énergie fossile. Et donc si on continue dans la trajectoire de consommation, d'augmentation de nos besoins numériques, vous imaginez la Terre recouverte de panneaux, c'est assez truculent, enfin, ou effrayant, ça dépend. Voilà, donc on est sur des modèles économiques volumiques et ce qui va être important, c'est d'essayer d'en sortir. Alors juste pour rappeler, pourquoi on arrive à de l'obsolescence programmée? C'est pas parce que les gens, ils sont... Alors oui, si, il y a quand même des gens qui sont un peu de traviole dans leur tête. Mais fondamentalement, on est dans une logique, on est dans une logique de système. Si je suis dans une logique volumique et que je fais des machines à laver, eh ben, à bout d'un moment, les machines à laver, j'en ai une dans les ménages. Allez, pour les ménages, vraiment 2 machines. Il faut quand même y aller pour avoir 2 machines à laver. Mais au bout d'un moment, je ne vais pas avoir 3 machines, 4 machines. Donc mon marché, la machine à laver, il sature. Aujourd'hui, on est sur plein de marchés qui sont à saturation. De quoi font les industriels parce qu'ils sont pris dans la logique volumique, eh ben, ils vont introduire des éléments qui vont faire que votre machine, au bout de quelques années, va tomber en panne. Là où elle ne tombait pas en panne, il y a des chiffres, tout ça, ça a été étudié. Donc il y a plein d'astuces des industriels qui sont faites pour mouler les pièces. Alors on s'était amusé à ChangeNow l'an dernier à démonter une machine à laver avec un réparateur Darty pour voir où est-ce qu'ils avaient moulé les pièces, etc. Donc voilà, on arrive à cette absurdité-là. Ouais, absurdité de cette obsolescence, tout simplement parce que nous sommes pris dans un modèle économique qui ne tient sa performance que par le fait de toujours vendre plus. Alors comment on sort de ça? Comment on sort? Parce que c'est plus tenable. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais on aura beau faire tout ce qu'on veut, si on ne change pas nos modèles économiques, ça explosera. Parce que toutes les consommations d'énergie, de matière et les impacts socio-environnementaux sont aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui en fait, ça date des années 50, ce qu'on appelle la grande accélération. Maintenant, on est dans des phases exponentielles.
On ne fait plus des croissances, on est dans de l'exponentiel. Donc de toute façon, nos modèles sont destructeurs à la fois des hommes et de la planète. Alors une façon d'en sortir, je suis toujours dans la logique de réduction d'impact négatif. Et là, donc, je vais faire un petit crochet par ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC. Alors l'EFC, c'est quelque chose d'assez vaste. Moi, je vais juste faire une petite introduction là-dessus et vous parler des modèles économiques serviciels. Alors, c'est quoi un modèle économique serviciel? C'est un modèle qui consiste à dire, jusqu'ici, on faisait du volumique et donc on vendait un produit. Le serviciel ne va pas marcher sur les entreprises de services. On va rester ici sur des gens qui vendent des biens. Et d'ailleurs, des biens plutôt durables. Il ne va pas fonctionner non plus sur des biens de consommation de type alimentaire. Mais sur d'autres biens, il y en a quand même un paquet. Ça consiste à dire, plutôt que de vous vendre quelque chose, je vais vous proposer de vous le mettre à disposition, moi, et de vous facturer la mise à disposition de cet outil à son usage. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle serviciel centré usage. Et donc, vous voyez, on sort en fait de l'idée de propriété. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Pour le moment, il y a plein de modèles qui existent déjà, où on n'est plus sur la propriété, on est sur l'usage. On peut aller plus loin que l'usage, on peut aller aussi vers ce qu'on appelle des modèles performantiels qui vont, eux, facturer non pas l'usage, le nombre de fois que j'utilise, mais qui vont carrément facturer en fonction de la performance, voire du résultat. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vous donner juste un exemple. Mais sachez qu'il y a toute une galaxie de modèles économiques qui s'appellent, comme vous avez ici, mais il y a aussi ce qu'on appelle les modèles à impact, qui vont intégrer potentiellement dans le modèle des externalités positives générées par mon modèle et qui vont venir nourrir des nouveaux flux de revenus. Il y a ce qu'on appelle les modèles de plateforme, il y a pas mal de choses. Mais pour vous donner un exemple qui illustre un petit peu ça, et c'est vraiment intéressant pour ceux dans la salle qui ont une activité qui produit des biens, d'aller regarder ça. Je ne dis pas qu'on craque le sujet à chaque fois, mais il y a quand même des choses absolument incroyables à imaginer. Imaginons un producteur de machines à laver en business to business. Donc, modèle de base, je vends mes bécanes. Je suis dans le volumique, mon intérêt c'est, en tant qu'industriel, en vendre le max, c'est ça. En vendre le max, au passage, on voit assez vite, quand on est dans ces modèles volumiques, que mon intérêt n'est pas aligné avec celui de mon client. Ce qu'on appelle du désalignement d'intérêt. Ouais, c'est comme mon but, c'est en coller le max. Son intérêt à lui, c'est d'en avoir le max. Pas du tout. Oui, il veut juste ce dont il a besoin. Eh oui, mais je suis dans le volumique, messieurs, dames. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous dis ça pas pour la boutade. Je vous dis qu'une façon de regarder son modèle économique, c'est d'aller regarder, de commencer à regarder déjà si les intérêts sont alignés. Et souvent, ils ne le sont pas. Et donc, chercher à les aligner, mes intérêts avec celui de mes clients ou mes partenaires, c'est déjà des pistes d'innovation de modèle économique beaucoup plus vertueux. Premier mouvement, ça va consister à dire, je passe à la location. Je vais voir mes clients et je leur dis, je ne vous vends plus mes machines, maintenant je vous les mets à disposition et vous payez un loyer par machine. Vous allez me dire, c'est pas monstrueux ça comme évolution. Non, c'est pas monstrueux, c'est de la loc, c'est pas dingue, c'est pas du serviciel proprement parler. En tout cas, c'est assez limité. Je passe sur une facturation d'un loyer fixe par machine. Et alors, le gros avantage de ce premier mouvement, c'est un avantage qui est méconnu, c'est que je reste propriétaire des machines. Et en restant propriétaire des machines, je reste propriétaire notamment de la matière des machines. Quand vous prenez des producteurs comme Rank Xerox, les imprimantes, on sait que d'une génération à l'autre, Rank Xerox réutilise environ 90% de la matière. Vous prenez l'exemple chez Michelin aussi, quand ils sont passés en serviciel sur leur activité de camion, de pneus pour camion, c'est pareil. Un des gros bénéfices déjà du modèle, c'est de dire je vais récupérer cette matière, donc je vais pouvoir la réutiliser, la recycler, faire du réemploi. Et ça commence déjà à créer un gain d'efficience, c'est-à-dire ça commence déjà à booster mon modèle économique. L'inconvénient, c'est que je reste un petit peu quand même encore dans le volumique. Il en aurait besoin de 3 de machines, je vais quand même essayer de lui en vendre 4 ou 5, on est d'accord. C'est de la location, mais... Donc on peut aller plus loin que ça. On peut aller vers une facturation au cycle de lavage. Donc là, ce qu'on appelle un modèle centré usage, c'est dire au fond, ce n'est pas le nombre de machines qui est important pour vous, monsieur le client. Ce qui est important, c'est que vous ayez suffisamment de machines pour faire ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire un nombre de cycles de lavage. Et donc, vous allez rentrer dans une logique qui consiste à facturer ce nombre de cycles de lavage. Et l'intérêt de ça, c'est que vous allez du coup commencer à dire à votre recherche et développement, écoute, nous, le but, c'est que les machines, elles tombent le moins en panne possible. Parce qu'on facture, nous, des cycles de lavage. Donc, on a intérêt à avoir le moins de machines chez les clients, à avoir un parc de machines le plus optimisé.
Et ça, c'est ça qui va nous... Et donc des machines qui sont plus durables, qui ne vont jamais tomber en panne, etc. Ouais, donc, vous voyez, une deuxième source de gain d'efficience, c'est vraiment pouvoir optimiser mon parc de machines. Et puis là où on va sur des choses encore plus intéressantes, et vous pouvez évidemment décliner cet exemple dans votre secteur, hein, mais tout ça, ça se travaille, il faut l'étudier, bah, c'est d'aller finalement vers quelque chose d'encore plus loin, c'est de la facturation à la tonne de linge, de dire au fond, vous dire, hey, encore voir le client, écoutez, au fond, ce dont vous avez besoin, c'est de faire laver votre linge, on est d'accord. Ouais, c'est ça, hein, la philosophie. C'est bien ça dont vous avez besoin. C'est pas de savoir combien vous faites de styles de lavage. Donc, on va raisonner sur de la tonne de linge lavé. Et là, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que le producteur de machines à laver, le fabricant, il va venir internaliser des coûts qui sont des coûts d'électricité, d'eau, de détergent. Il va lui dire bah, à son client, non, c'est moi, je m'occupe de tout, vous payez juste à la tonne. Et en faisant ça, vous allez à nouveau dégager de nouveaux gains d'efficience. C'est-à-dire que vous allez vous-même avoir intérêt à avoir des bécanes qui consomment le moins d'eau, le moins de détergent, le moins d'énergie. Ça va sur la mécanique? Ces modèles-là, sur la base de nos expériences, alors je passe de nos expériences, en fait, le fondateur de Lumia, qui s'appelle Christophe Samples, c'est quelqu'un qui travaille sur ce qu'on appelle les modèles économiques à forte soutenabilité depuis plus de 20 ans. Il fait de la recherche, il a publié, hein, il fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est capable de vous partager avec prudence des chiffres. Mais ce sont des modèles qui, vraiment, dans un grand nombre de cas, permettent d'avoir des gains de rentabilité qui sont extrêmement forts. Vous voyez, on passe d'une logique où on raisonnait chiffre d'affaires, où on va se focaliser sur ce qui est peut-être plus important. Ce qui est plus important, c'est la rentabilité. Et puis, en termes de réduction d'impact, que ce soit en énergie ou en matière, ça peut être très fort. Alors, on ne va pas toujours jusqu'à x10 en réduction. Mais on a des exemples d'entreprises qui sont incroyables et qui ont réduit leurs impacts. Vous voyez, on a une entreprise qui s'occupait de tout l'entretien des espaces autour des voies ferrées. Donc, en fait, de désherber les voies ferrées. Ils sont partis sur un modèle serviciel, ils sont aussi partis sur un modèle qui s'appuie sur la nature, qui va m'amener au sujet d'après, le régénératif, et ils ont des gains absolument dingues. Ils n'utilisent plus du tout de produits phytosanitaires, et donc là, il y a des impacts phénoménaux sur leur modèle économique, sur leur rentabilité. Ça va? Sur les modèles serviciels, ça c'était pour faire un petit détour par l'UFC. Ne négligez pas l'UFC. Il y a énormément de choses qui peuvent se jouer là-dedans. Il y a aujourd'hui beaucoup d'expériences. Il y a aussi des expériences qui n'ont pas marché. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la recette miracle, mais c'est vraiment intéressant de vous pencher là-dessus. Maintenant, on va aller dans le cœur du sujet, si vous êtes d'accord. Et on va consacrer vraiment tout le reste du temps à aller rencontrer le régénératif. Et je dis bien rencontrer, mon but, c'est avec humilité de vous partager peut-être un certain nombre de choses que l'on pense être fondamentales sur le régénératif. Mon but, c'est de vous le partager, cette façon d'aller vers des impacts positifs, et de vous inviter à convoquer le petit bonhomme et la petite bonne femme qui est en vous, et notamment sa capacité d'émerveillement. On a un peu perdu ça, nous les adultes. C'est marrant parce que dans l'hôtel Campanile où j'étais, il y avait tout là ce matin, il y avait une phrase de Stendhal, qui disait, c'est affiché dans la cafette là, j'ai décidé de ne collectionner que les petits instants de bonheur. On a oublié un peu ça, de s'émerveiller. Je vais citer une autre source qui m'est proche, qui m'est chère, c'est celle d'un grand maître bouddhiste qui nous a quittés, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Il nous a quittés récemment et il disait, ici le miracle, c'est de marcher sur Terre. Et je vous en donne une autre pour la route, parce qu'elle est belle aussi, elle est d'Einstein. Einstein, il nous dit, il aurait dit, c'est vrai que quand on ne sait pas qui a dit une chose, en général on dit c'est Einstein qui l'a dit. A priori, il l'aurait dit. Il a dit, il y a deux façons de voir la vie. La première façon, c'est de penser que rien n'est miracle. La deuxième façon, c'est de penser que tout est miracle. Je vous invite à accueillir peut-être juste ce que je vais vous apporter là, avec une part de vous qui accepte de s'émerveiller, qui accepte de regarder ce qui est, et notamment qui accepte de regarder la nature, peut-être avec un œil qui n'est pas l'œil naturaliste, qui n'est pas l'œil utilitariste ou possessif qu'on a pu développer, mais qui est un œil peut-être d'émerveillement. Parce que je sais plus. Ah, mais c'est pas grave. J'ai perdu. Ah, c'est peut-être ça. Ah, si.
Non, je suis gelé. Félicitations. Ah, bravo, merci. Il y a deux façons de regarder la vie, de penser que rien n'est miracle ou de penser que tout est miracle. Et l'autre de Thich Nhat Hanh, c'est si le miracle, c'était de simplement marcher sur la terre. Pourquoi on peut espérer? Pourquoi je suis devant vous? Pourquoi ça me porte? Pourquoi moi, après 10 ans d'engagement dans cette transition, malgré tous les vents contraires qu'il y a, je continue de penser que s'il y a une possibilité. Et enfin, avec le paradigme régénératif, il y a quelque chose qui a l'ambition de la gravité de la situation qu'on a vue, ne serait-ce que par nos limites planétaires. Parce que quand on les regarde, les limites planétaires, il y a de quoi se dire deux choses. Un, on est foutu. Deux, même si on veut réintégrer les spatiaux, on fait comment avec nos petits bras musclés d'être humain? Vous avez peut-être eu des intervenants sur le technosolutionnisme, etc. On sait très bien que ça ne marche pas. Une étude intéressante qui a montré que les premiers tests de grandes usines de captation de carbone sont des échecs phénoménaux. En modèle économique, ça ne tient absolument pas. Comment on fait pour intégrer ces limites? En fait, ce n'est pas nous les êtres humains. C'est peut-être la vie et la nature. Et c'est ça qui permet d'avoir l'espoir. Alors, c'est quoi la régénération? D'où ça vient? La régénération, ça vient au départ des sciences du vivant. Et ça vient d'une capacité extraordinaire de l'être humain que nous avons en nous, parce que nous sommes nature. Donc nous sommes une fractale, nous sommes composés de cette terre-mère, en fait. Et donc nous avons une formidable capacité de cicatrisation, comme vous avez ici. C'est génial, la cicatrisation, on oublie un peu ça. La cicatrisation, je me coupe un peu, et sans que j'ai rien à faire, mon corps se reconstitue. Sans que j'ai aucun apport d'énergie, de matière, et en relativement peu de temps, mon corps se régénère. C'est ça la régénération. Ça, je vous le décris pour l'être humain, ça va opérer de la même façon à l'échelle d'un territoire, à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle de la planète. Nous avons ici une formidable puissance de la nature, à condition que on crée les conditions, que ces conditions soient réunies. Parce que si je me coupe la main et que je baigne dans un bain de bactéries, ou que c'est sale, ou que les températures ne sont pas bonnes, etc., on est d'accord que cette capacité de cicatrisation va être retardée, voire potentiellement ne va pas pouvoir opérer. Mais on a une formidable capacité. La régénération, c'est le propre du vivant. Si on vous parle un jour de régénération financière, de régénération technique, j'ai entendu des horreurs comme ça, non, il n'y aura pas de régénération technique, il n'y aura pas de robot régénératif. Non, le vivant seul est capable de se régénérer. Le vivant, il se régénère, une brique, ça ne se régénère pas. Si je veux réparer une brique, je suis obligé d'amener de la colle, je suis obligé d'amener de l'énergie, je suis obligé de... Vous voyez, il y a quelque chose qui ne s'opère pas de lui-même. Ce qui est intéressant quand même, au moment où je vous dis ça, je vais vous donner des exemples qui sont assez frappants sur cette puissance régénérative. C'est quand même de vous dire d'emblée qu'attention, cette puissance a des limites. En haut à droite, vous avez une photo de l'Espagne. Vous savez que l'Espagne, ils ont quand même tiré assez fort sur les ressources dans leur agriculture. Et donc, ce que vous avez à droite, c'est un écosystème à qui ils ont foutu la paix, mais qu'ils avaient tellement quelque part abîmé par leurs pratiques agricoles, notamment sur l'eau, sur les sols, que même quand vous laissez finalement les sols, quand vous leur foutez la paix, si c'était si simple, c'est pas aussi simple, vous allez voir, eh ben, ils n'arrivent pas à revenir à un état, notamment de biodiversité, qui était l'état initial. Donc, on peut aller des fois trop loin, et donc obérer cette capacité de régénération, ou en tout cas ne pas pouvoir revenir à l'état initial. Néanmoins, une fois que je vous ai pris cette précaution, elle est extrêmement puissante. Ça, c'est l'exemple d'un parking à Aubervilliers. Donc on va au cœur du 9-3, au cœur du 9-3, au cœur de l'urbain. On peut imaginer que ce parking, ça fait quelques décennies en fait que la Terre est artificialisée. Donc ça ne respire pas beaucoup la vie là-dedans. Et ben, il y a un cabinet qui dit on va faire une expérience. On va faire une expérience. Cette expérience, on va commencer par casser tout le bitume. Et vous voyez que c'est ce qu'ils font. Alors, ils font ça pour qu'il n'y ait plus d'êtres humains qui viennent. Ils veulent vraiment faire l'expérience. Donc, vous allez me dire, jusque-là, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils mènent un chantier. Ils amènent 43 mètres cubes de substrat. Ils amènent 15 mètres cubes de gravier. Ça fait 1700 mètres carrés. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. 500 grammes de semis, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Le chantier, il occupe 7 personnes pendant 5 jours. Et voilà ce qui se passe. 2 ans plus tard. 3 ans plus tard, 6 ans plus tard, la vie explose. La vie explose là où elle avait complètement disparu. Là où on pensait qu'en fait, il n'y avait plus rien.
Ouais. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, vous voyez, c'est que dans la régénération, la philosophie de la régénération, c'est là où on commence nous à travailler avec des paysagistes qui ne sont pas du tout dans cette approche-là. La philosophie de la régénération, c'est je crée les conditions pour que le vivant puisse manifester tout son plein potentiel. Je crée les conditions et après, je lâche le contrôle. Je ne suis pas dans le contrôle de la vie. Je crée les conditions et ça advient. Ils ne savaient pas en fait concrètement ce qui allait arriver. Ils avaient des hypothèses. Mais l'idée dans l'approche régénérative, c'est de créer les conditions du sol, les conditions d'eau, les conditions de lumière. Je vous dis ça parce que là, on touche un peu à la philosophie de la régénération, qui n'est pas une philosophie de contrôle de la nature, qui est assez différente des approches de géo-ingénierie ou d'ingénierie écologique, par exemple. Autre exemple plus frappant. À gauche, vous avez la vallée de l'Ausse. La vallée de l'Ausse, c'était pendant des milliers d'années un grenier alimentaire pour la Chine. On est en Chine, là. Et pendant plusieurs siècles, jusqu'à la fin des années 90, ça ressemblait à ça. Les populations étaient tellement pauvres qu'ils ont fait de l'agriculture, de l'élevage de survie, j'ai oublié le terme technique. Merci. Ils ont donc épuisé les sols par l'élevage, et puis ils sont arrivés à cette situation où tout le monde disait, mais en fait, tout est mort. C'est mort. Et c'était mort. Et les anciens disaient, c'est mort. La Banque mondiale, le gouvernement chinois ont dit on va, pour des raisons de pauvreté, il faut redonner à manger à ces gens-là. On va essayer de régénérer. Alors, ils n'utilisaient pas forcément ce vocable, tout ça est évidemment documenté sur Internet. Et par des apports assez simples, si vous voulez, ils ont replanté essentiellement des arbres. Ils sont allés voir les paysans et leur ont dit on arrête l'élevage parce que sinon on va continuer finalement à détruire la vie dans les sols. On replante. Et la photo que vous avez à droite, c'est 10 ans plus tard. 10 ans. Ce n'est pas si long que ça. Et ce territoire, il fait 4 fois la Corse, mon autre terre de cœur. Du coup, ça me parle, moi, je ne sais pas si ça vous parle vous, mais je trouve que c'est déjà pas mal, 4 fois la Corse. 4 fois la Corse. 4 fois la Corse, et les personnes qui vivent là, et c'est là où c'est intéressant cet exemple, c'est que pour vous montrer qu'il y a toujours une régénération socio-écologique, c'est que les personnes qui vivent là, du coup, ont retrouvé un niveau de vie correct, parce que cette régénération, elle n'a pas simplement ramené la régénération, elle a ramené de la biodiversité, elle a ramené évidemment des sols, elle a amélioré le cycle de l'eau, le cycle de l'air, elle a agi à tous ces niveaux-là, mais elle a également permis de créer donc de nouvelles sources de revenus, puisqu'il y avait de nouvelles productions qui ont été possibles, et donc on a rebouclé avec cette régénération sociologique, qui a permis à ces populations finalement de dire, et il y a des témoignages qui sont assez touchants, de dire c'est assez incroyable, on pensait que des graines qui étaient mortes, il y a des espèces qu'on n'avait pas vues depuis des décennies, en fait elles étaient encore là, c'était encore dans la terre. Donc le vivant est puissant. Le vivant, si on lui donne les conditions pour qu'il s'exprime, il est extrêmement puissant. Il est puissant parce qu'il se régénère, mais pas seulement, il est puissant parce qu'il nous offre également un trésor de ressources. Parce que lui, ça fait 3,8 milliards d'années qu'il fait de la R&D. Vous voyez, dans la régénération, il y a quelque chose qui nous invite à beaucoup d'humilité quand même. 3,8 milliards d'années qu'il hybride, qu'il teste, qu'il a des espèces pionnières qui vont essayer de survivre dans des conditions extrêmes, qu'il apprend, etc., etc. Et quand on se penche là-dessus, avec un œil qui peut être l'œil du biomimétisme, on découvre qu'on n'a rien encore découvert. On estime qu'il y a 9 millions d'espèces vivantes, 9 à 10 millions d'espèces vivantes sur Terre, animales, végétales, bactériennes. On en aurait découvert, compris 10 à 15%, 20% maximum. On découvre aujourd'hui que le lierre peut permettre de produire une colle qui est infiniment plus résistante que nos colles chimiques. On découvre que 66 grammes d'ADN, ça peut stocker l'entièreté des données des data centers mondiaux. On a une mine d'or ici. La question qui va se poser par rapport à cette mine d'or, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir aller avec humilité et respect s'appuyer sur elle, c'est-à-dire saisir les trésors qu'elle nous offre sans la piller. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement retourner à une sagesse de nos anciens, simplement en train de vous rappeler que tous les médicaments, alors je suis content, moi j'ai pris des médocs antalgiques ce matin, c'est très content, c'est des molécules de synthèse, mais ça vient d'où en fait notre pharmacopée? Ça vient des plantes. On a pillé d'ailleurs beaucoup de peuples là-dessus, puis on en a fait des outils, des outils commerciaux et des produits. Enfin, la nature, elle nous offre tout depuis le début. Chaque molécule que vous allez ingérer à midi, elle vient de la Terre. Donc en fait, c'est un trésor, cette Terre. C'est un trésor que
que certains peuples, ces fameux peuples racides, eux, toujours considèrent comme étant non seulement un trésor de ressources, mais surtout un trésor d'apprentissage dans la façon dont la nature fonctionne. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut aller regarder. On en est au tout début. Je vous invite, je fais un petit 5 minutes d'espace promotion de Lumia sur notre podcast. On a créé un podcast que j'ai l'honneur et la joie d'animer. Et le dernier épisode qui est sorti cette semaine, il est avec Marc-André Sellos. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un spécialiste des sols, microbiologiste, c'est génial. Et il dit un truc vachement intéressant, moi qui m'a percuté. Il dit, mais en fait, on a un déficit de connaissance des sciences du vivant qui est dingue. Notre rapport humain, en fait, à la création, nos filtres, nos lunettes sont des lunettes physico-chimiques, si je dis comme ça. On raisonne en termes de chimie et de matière, mais on ne raisonne pas en termes de vivant. La régénération, c'est une question d'aller refaire alliance avec le vivant, de s'appuyer sur le vivant, de s'appuyer sur sa force, sur sa puissance. Et sa force, elle est assez incroyable. Donc ça, c'est des choses que l'on fait dans nos recherches, mais je vous donne quelques exemples. Vous voyez, on sait qu'un toit vert extensif de 15 cm, en été, ça réduit de 75% la facture énergétique, les besoins en énergie d'un bâtiment. On sait que, vous voyez, si par exemple végétaliser 1 à 2%, pardon, 6% des toits de Toronto, on baisserait la température de la ville de 1 à 2 degrés. On sait que quand on va vers des pratiques régénératives de production, là il y a des chiffres aux États-Unis sur du maïs, on est en plus sur des modèles extrêmement rentables. La nature donne énormément, énormément. Mais ça veut dire qu'il faut changer notre regard, il faut s'appuyer sur elle, il faut accepter peut-être de ne pas tout contrôler. Vous voyez, par exemple, voilà d'autres choses. Avec 1 km² d'herbe de mer, c'est par exemple aussi les posidonies en Méditerranée, c'est des trésors. Et ben, ça permet de capter 15 000 tonnes de CO2 sur 50 ans. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pas toutes les solutions existent, mais enfin, quand même beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses si on décide avec humilité de se tourner vers le vivant. Si on prend une définition un petit peu académique, la régénération, ça consiste à mettre la vie et le vivant au centre de chaque action et décision. Et à recréer partout où on peut les conditions permettant au vivant d'exprimer son potentiel de création continue. Une autre façon de parler de cette régénération, c'est de dire que le vivant crée en permanence. Et il crée aussi beaucoup de diversité. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a un chemin en fait à parcourir. Cette régénération, c'est aussi un chemin de conscience, c'est un chemin d'évolution. C'est un chemin qui consiste à dire, et si on allait vers une économie de la vie? C'est quoi l'économie régénérative? Je vais oser une définition. Il y en a qui parlent d'économie de guerre. Il y en a. Vous voyez qui je parle, mais il n'a pas inventé la formule. C'est OK. Hein. Ça veut dire qu'on est capable, quand on veut prendre une société, de dire, allez, on te réoriente. Maintenant, on va faire de la guerre. Ce qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale, c'est de façon assez phénoménale. Maintenant, je vous invite à faire le même mouvement en disant, on prend notre économie et on la réoriente vers la vie. C'est la vie qui est en danger aujourd'hui. Donc, il faut que nous allions vers une économie de vie. Et une économie de vie, ça implique de se poser de plus en plus maintenant et de commencer à intégrer ces notions-là, de dire, mais finalement, dans mon action au quotidien, et puis évidemment dans mon business, mon activité, quelle qu'elle soit, comment est-ce que je peux remettre la vie au centre? C'est un vaste programme, non? On n'a pas appris ça, je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça à la Burgundy School of Business. Si, c'est génial. Dans ma business, à l'époque, on ne nous apprenait pas ce genre de choses. Et plus sérieusement, pour les managers que nous sommes, on n'a pas été habitué à regarder ce regard sur la vie. Comment je remets de la vie là où je suis? Comment je remets de la vie en moi? Comment je remets de la vie autour de moi? Oui, notre Energizer de ce matin, il nous a remis de la vie. C'est pour ça qu'il a été régénératif. Ouais, je vous invite aussi à regarder cette régénération avec l'œil des petits pas. Comment est-ce qu'on déjà on remet de la vie là où on est, autour de soi. Et puis après, peut-être que ça grandira. Je vais finir par quelques exemples, essayer d'aller un peu plus vite. Si on rentre plus dans le détail, comment on s'appuie sur la vie? On s'appuie dans la pratique régénérative, on s'appuie sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors, je ne vais pas les passer en revue, mais ça, c'est ce que la nature nous offre sans compter depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et dans ces services-là, ce qu'elle nous donne, vous allez retrouver, peu ou prou, je vais me concentrer sur les services de régulation et de soutien, un petit peu nos limites planétaires. En fait, elle nous donne plein de choses.
nous donne évidemment de l'approvisionnement, c'est-à-dire des médicaments, de l'alimentation, de l'eau, mais elle nous donne aussi des services qu'on connaît moins, c'est qu'elle passe son temps à réguler les sols, réguler la température, réguler le cycle de l'eau, purifier, polliniser. Vous voyez, elle fait ça. Il y a plein de mécanismes naturels qui font ça. Et puis là où on est vraiment sur le socle de la vie, et c'est ça être régénératif, un modèle économique qui va être régénératif, c'est un modèle qui va être capable de façon directe ou indirecte de venir soutenir les fondements de la vie. Et les fondements de la vie, c'est le cycle des nutriments, c'est la photosynthèse et c'est les sols. D'accord ? Et donc, quand on rentre dans une logique de modèle économique, on rentre dans une logique où on se dit comment est-ce que mon activité peut à la fois peut-être s'appuyer sur ces services écosystémiques, mais en plus venir les renforcer. Ça va ? Donc, je suis dans du donner-recevoir quelque part. Je crée les conditions, je reviens à ma définition, je crée les conditions pour que le vivant puisse manifester toute sa puissance de régénération. Et ce vivant, en retour, il va me donner énormément. En retour, et je vais vous donner maintenant plein d'exemples, il va me permettre de remplacer peut-être des choses, des parties de mon activité qui jusqu'ici étaient énergivores ou faites par des processus physiques ou faites de façon très technique. Et ben, je vais pouvoir m'appuyer sur le vivant parce que lui, il a tellement de choses à me donner et il a cette puissance qui peut me mettre à disposition. Donc le paradigme des entreprises, mais j'ai envie de dire des organisations de manière générale, c'est un peu centré entreprise. Les collectivités, c'est pareil. Les entreprises et collectivités seront, par leur activité économique, les acteurs de premier plan de la régénération des écosystèmes et des communautés humaines. Et plus précisément, des écosystèmes et des communautés humaines avec lesquelles elles sont en interaction. L'idée, c'est de régénérer autour de soi. Il y a une logique territoriale, une logique partie prenante qui est extrêmement forte. Évidemment qu'on peut régénérer à l'autre bout de sa chaîne de valeur, à l'autre bout du monde. Il y a des boîtes qui sont en train, qui le font déjà. Mais il y a aussi l'idée de se dire ici, maintenant, où est-ce que je peux contribuer à la régénération. Je vais finir par une série d'exemples, si vous êtes OK. On va être plus sur des choses très pratiques avec des exemples d'entreprises pour venir illustrer tout ça. L'écueil serait d'aller trop vite vers les solutions. Vous l'avez compris, il y a quelque chose dans ce paradigme régénératif qui doit prendre un petit peu son temps. Sinon, on retomberait potentiellement dans une forme de solutionnisme et donc dans une forme de réutilisation de la nature ou d'utilitarisme de la nature qui serait forcément préjudiciable. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des portes de reconnexion au vivant. Donc, je vous réexplique la mécanique. Je regarde mon modèle économique et l'idée, c'est de dire à quels endroits vais-je pouvoir me frayer un chemin vers le vivant, venir reconnecter mon modèle économique à ce vivant parce que ce vivant, il a cette magnifique capacité de régénération. Donc, si j'arrive à embrancher mon modèle sur le vivant, je vais contribuer potentiellement à régénérer les endroits où ce vivant se manifeste. La première voie, qui est la voie royale, et qui ne va pas vous concerner pour pas mal d'entre vous, mais qui va en concerner, j'espère, un certain nombre, je ne connais pas le détail de vos activités, c'est pour les entreprises, évidemment, qui sont directement connectées au vivant. Donc, si vous produisez quelque chose qui est issu de la Terre, pour le dire simplement, il y a une voie royale. Cette voie royale, c'est d'adopter des pratiques régénératives. Et elles sont nombreuses, elles sont validées, elles sont performantes. Et donc, on va parler de pratiques comme l'agroécologie, l'agroforesterie, la perma, l'agriculture de conservation. On parle d'hydrologie régénérative, il y a de la reforestation, il y a tout un ensemble de techniques aujourd'hui qui sont reconnues comme étant extrêmement bénéfiques. Alors, ça veut dire quoi bénéfique? Ça veut dire que quand on les met en œuvre, mécaniquement, j'ai envie de dire, ce n'est pas un bon mot d'ailleurs, elles agissent sur quasiment toutes les limites planétaires. Quand vous mettez en place de l'agroforesterie, vous allez augmenter la séquestration du carbone, vous allez augmenter la biodiversité, vous allez limiter la pollution, vous allez contribuer au cycle de l'eau, etc., etc., etc. Et je vous dis ça parce que c'est assez incroyable. La nature, elle est capable de, comme elle fonctionne de façon systémique, elle est capable de résoudre des problèmes systémiques. Là où nous, on est coincé par rapport aux limites planétaires parce que tout ça est un système complexe, elle, le vivant, la nature, le vivant, sait répondre au complexe parce qu'elle est nativement dans le complexe. Donc, si vous avez une activité qui est en lien avec le vivant, la question qui se pose, c'est-à-dire qui produit de la matière issue de l'agriculture, la viticulture, la sylviculture, posez-vous les questions de comment vous pouvez aller évoluer vers ça. Et j'ai envie de dire, tout est prêt aujourd'hui.
Vous allez me dire, mais pourquoi en fait l'agriculture régénérative n'est pas la norme? On est d'accord? Bon, gros débat. Hein. Gros débat politique. Hein. C'est encore en train de parler là au niveau FNSEA, etc. On est à nouveau sur un sujet économique, de modèle économique, de modèle de subvention, de captation de valeur. Hein, on est d'accord qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre agriculture. Mais sinon, la transition vers l'agriculture régénérative, elle pourrait se faire. Les techniques existent. Mais évidemment, il faudrait se poser la question quand même de former les gens, de les aider. Les agriculteurs, en fait, ils sont en difficulté. Le problème, c'est un problème de transition de modèle. Ce n'est pas un problème le modèle. On sait très bien qu'il fonctionnerait. Les études de l'INRAE, tout ça montre qu'on peut passer, hein, ne serait-ce que le bio. Hein, le régénératif va beaucoup plus loin que le bio. Mais on peut passer vers ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, c'est le modèle qui coince. Ces modèles qui coincent, ça n'empêche pas des boîtes comme LVMH, donc là c'est les champagnes Ruinart, d'être passées pour 60% de leur approvisionnement en viticulture régénérative. Alors petit exercice pratique, est-ce qu'une maison de champagne comme Ruinart est au final régénératif? 60% de son raisin vient de viticulture régénérative, donc plein d'effets, notamment en termes de séquestration carbone. Énormément d'effets en termes de séquestration. Est-ce qu'ils sont régénératifs pour autant? Non? Pour quelle raison? Ouais, c'est ça, super. Vous y êtes? Bah ouais, vous avez un modèle économique qui produit uniquement en Champagne, parce qu'il n'y a que du champagne en Champagne, mais qui exporte des bouteilles dans le monde entier. Donc ce qu'ils vont gagner à la source, évidemment, si on regarde le carbone uniquement, là on est en train de regarder uniquement le carbone. Génératif, c'est regarder l'ensemble des limites planétaires. Mais évidemment, sur le carbone, tout ça va être obéré, toute la séquestration, les bienfaits de ça, va être obéré par leur système de distribution. Et par le fait que le champagne, on aime bien en boire à Bora Bora du champagne. Ouais, sauf que du coup, ça plombe effectivement la facture. Oui, actuel. Mais oui, et c'est pour ça qu'à nouveau, c'est intéressant de se poser la question. Une maison comme ça, LVMH, là aussi, que je porte dans mon cœur, LVMH a toute la puissance marketing pour parler, pour créer de nouveaux labels qui ne seraient peut-être pas du champagne. Ouais, et pour peut-être aller localiser en fait, de la production de vins pétillants au plus près de centres de consommation sans forcément produire tout en champagne et exporter dans le monde entier. Et oui, ils l'ont. Et pour l'instant, so far, so good. Ouais. Autre possibilité, qui est en lien avec la première, c'est de se dire, je vais aller regarder mes approvisionnements dans mon modèle économique, dans mon sourcing en bon français. Et en bon français, je vais être capable de dire, est-ce qu'il y a des matières que j'utilise que je peux aller remplacer par des matières qui vont être bioassimilables. Donc vous avez l'exemple, par exemple, d'une start-up qui a innové en remplaçant les teintures, pardon, qui étaient jusqu'ici conventionnelles, c'est-à-dire chimiques, hein, et donc polluantes, par des teintures qui viennent d'enzymes et de coquilles d'œufs. Et donc là, on est sur un chemin, vous voyez, où je vais remplacer des matières par des matières issues du vivant. Et on a l'exemple intéressant de Timberland qui a dit d'ici 2030, nous serons régénératifs. Alors vous allez me dire, comment il va être régénératif? Ouais, d'ailleurs, ça c'est une chaussure régénérative. C'est la Earthkeeper, with the accent, de Timberland. Donc, comment elle est régénérative? Alors, ils se sont dit deux choses. Ils se sont dit, notre chaussure, déjà, ils volent, et s'ils ont déjà bien avancé, on veut que ce soit de produits recyclés. Donc, par exemple, le caoutchouc est recyclé. D'accord? Donc, vous voyez, la logique d'impact négatif, on va vers du circulaire au maximum, donc du réemploi, en l'occurrence. Mais deuxième logique qu'ils ont fait, ils ont dit, ça ne suffit pas. On veut que notre cuir, également, il soit contributif de la régénération. Et concrètement, d'où vient le cuir? Il vient d'élevage, qu'on peut considérer comme régénératif, je n'ai pas cité ça comme pratique. L'élevage régénératif, c'est par exemple ce qu'on appelle de l'élevage du pâturage de rotation dynamique, c'est-à-dire on prend un troupeau et on lui fait changer, on le met dans des petites parcelles et on le fait changer de parcelle tous les 4-5 jours. Et quand on fait ça, en fait, l'action mécanique des bovins en fait, contribue à régénérer les sols, régénérer l'herbe, hein, parce que c'est l'optimum en fait, de la pousse de l'herbe. Et donc, vous régénérez l'eau, vous régénérez les sols, etc. etc. Ouais. Donc, leur cuir, il s'appuie sur du pâturage rotatif dynamique. Et donc, on peut effectivement considérer qu'il contribue comme ça à la régénération des endroits où est produit ce cuir. Vous m'avez suivi dans le raisonnement? Troisième possibilité, c'est de se dire, j'ai des bâtis, j'ai potentiellement un foncier, j'ai des bâtiments, des infrastructures, et si je m'appuyais sur elles pour me reconnecter au vivant. Ce que je vous partage ici, c'est un cas que l'on accompagne, qui est près de chez nous, qui est l'hôpital de Grasse. L'hôpital de Grasse, c'est 16 hectares. Alors dans ces 16 hectares, comme vous voyez, c'est un gros truc, hein.
beaucoup de bâtiments, certains sont vieux, et puis quand même pas mal de forêts. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a abordé cet aménagement, ils veulent réaménager, gros problème, et bien on l'a abordé de façon régénérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est allé regarder quels étaient les services écosystémiques et quelle était la qualité des services écosystémiques, ce qu'on a vu là, le cercle. Et puis on a dit finalement quelles seraient les meilleures solutions pour que vous puissiez renforcer les services écosystémiques de votre territoire, alors de la parcelle, mais du territoire. Comment vous pourriez renforcer ce qu'on appelle les corridors biologiques aussi, hein, les trames. Hein, les corridors biologiques, c'est pour la biodiversité, mais il y a aussi les trames bleues, les trames noires, bref. Et donc, ça nous a amené à étudier tout un ensemble de scénarios d'aménagement. On est très loin du paysagisme habituel, qui est plus un paysagisme d'ornement. Hein. Nous, ça nous a amené à dire, ben voilà, il y a des choses où on pourrait végétaliser vos toitures, végétaliser des façades, créer des jardins, faire de la production locale, avoir des bassins de phytoépuration, etc., etc. Et tout ça, en fait, on l'a projeté et on a été capable de leur dire, ben, si vous mettez ça en place, voilà ce qu'on peut imaginer comme augmentation sur un certain nombre de variables sur votre écosystème. Quand on regarde la photo, alors c'est pas hyper clair, il faudrait que je fasse tac, tac. Ouais, vous avez vu un peu? Bon, bref. C'est pas foufou. Il y a du vert un peu partout. Donc tout ça, c'est végétalisé. Je sais pas s'il y a un... Ça, c'est des façades, ça, c'est des toits. Vous voyez? Donc beaucoup de toits qui sont végétalisés, beaucoup de façades, avec énormément de vertus liées à ça. Quand ce n'est pas possible ici, parce que les infrastructures ne sont pas capables de supporter un toit végétal, on va vers des techniques de cool roofing, c'est-à-dire des peintures blanches qui vont augmenter l'effet albédo, donc avec un effet sur la thermique du bâtiment qui est hyper intéressant, hein, que j'évoquais tout à l'heure, une baisse de température, donc une baisse de la facture énergétique. Voilà, plein d'autres choses. Je suis obligé d'aller un petit peu vite. 311 arbres dans le projet vont être plantés, 6500 m² de toiture végétalisée, 1300 m² de façade végétale. Au global, notamment grâce au poste énergétique, vous voyez qu'on divise par 3/4 en fait les émissions de carbone. Des enjeux énormes chez eux. Hein. À ce niveau-là, un hôpital, ça consomme de fou. Hein. La production locale, évidemment, qui peut être réinsérée dans la cantine de l'hôpital. Des effets sur la thermique du bâtiment qui, je disais, sont dingues. Alors, je dis sont dingues parce que, comme on a bossé avec eux et qu'on est allé écouter aussi les soignants et les patients, eh ben, on sait qu'au 4e étage, il fait 40 degrés en été. Je ne sais pas si vous voyez 40 degrés. Et qu'ils ont beau y aller avec la clim, en fait, à un moment, ça ne marche plus. Avec la clim, à un moment donné, ça ne marche plus. Et on va vers ça, on va vers ce monde de chaleur. Et donc, on est capable d'estimer les gains énergétiques. Et quand on regarde tout un ensemble de variables, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, la science nous permet de voir quels vont être les effets d'approche d'aménagement régénératif sur plein de variables au niveau de la lumière, de la chaleur, de l'eau, des îlots de chaleur urbaine. Le CBS, c'est ce qu'on appelle le coefficient de biotope, c'est la biodiversité. Alors, elle était déjà bonne, donc vous voyez, il n'y a pas une augmentation dingue. Mais par contre, sur d'autres variables, vous voyez, on calcule l'évapotranspiration. On va avoir des enjeux de chaleur extrêmement importants. Et comme vous le savez, les arbres nous offrent tellement de services. Ils filtrent l'eau, ils filtrent l'air, ils abritent la biodiversité et ils portent de l'ombrage. Vous voyez, des choses dingues, c'est qu'on est encore à planter des arbres qui ont une canopée verticale. Ça, les paysagistes. Ouais, et bah, une canopée verticale, ça ne fait pas beaucoup d'ombre. Hein. Et le sujet de l'ombre, ça va être sacrément important. Ouais, donc ça, c'est une autre approche. Une autre approche encore, je vais finir rapidement. Une autre approche, c'est d'aller regarder les processus de production. Je l'ai un petit peu évoqué. Donc, je vous invite à aller regarder. Ça, c'est vraiment un des cas de site qui a le plus poussé les curseurs sur plein de sujets. Et Pocheco, qui est une boîte dans le Nord, eh ben, ils ont remplacé un certain nombre de processus, notamment le processus de traitement des eaux. Et ce que vous avez en haut à gauche, c'est une bambouseraie. Et la bambouseraie, elle filtre. Donc, c'est ce qu'on appelait la phytoépuration. Toutes les eaux sales, en fait, des processus de production de cette usine qui fait des enveloppes, en fait, elle est filtrée par une bambouseraie qui fait 200 à 300 mètres carrés. Hein. Ouais, donc, non seulement ce n'est pas important en termes d'investissement, mais en plus, ça économise les plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils avaient chaque année à payer pour venir récupérer les eaux sales et les retraiter. Ouais, donc, on va utiliser des processus naturels pour remplacer un certain nombre de processus de son cycle de production. Ils ont utilisé des cols végétales aussi. Ce qui est intéressant quand vous visitez l'usine là-bas, c'est que déjà, il y a tout un pendant humain et sur la santé au travail qui est extrêmement important, aussi important que les processus, aussi important que le bâti. Hein. Ils sont passés de 5 000 arbres à 50 000 arbres. Hein. C'est complètement dingue. Hein. 15 000, pardon. C'est complètement dingue ce qu'ils ont fait sur ce site. Quand vous visitez là-bas, vous n'avez pas l'impression que c'est une usine. D'ailleurs, les gens du village ne savent même plus que c'est une usine.
C'est devenu le premier refuge LPO du département. C'est complètement fou. Ah oui, donc il y a des toits végétalisés, il y a pas mal de choses. Et donc c'est assez intéressant de voir que, c'est ça que je voulais vous dire, de voir que les ouvriers, en fait, ils se baladent, ils sont comme moi, en fait. Il n'y a pas de gants, il n'y a rien, il n'y a pas de tenue de protection. Bah oui, tout est propre. Il n'y a aucun risque sanitaire dans cette usine, parce que tout est naturel. Deux derniers exemples, un ou deux, je ne sais plus. Si tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, vous avez dit, ben, c'est compliqué pour moi, ça ne résonne pas forcément. Il y a un autre raisonnement qui consiste à dire, d'accord, sur mon périmètre propre, ça va peut-être être difficile de me reconnecter au vivant, mais je vais peut-être dans ce cas-là raisonner au niveau territorial, raisonner dans le sens où je peux quand même contribuer à la régénération de notre territoire en allant nouer des alliances avec d'autres acteurs de mon territoire. Et ça, c'est le cas d'une fonderie en Bretagne qui s'appelle Fondax. Alors, une fonderie, ce n'est pas super propre, hein. Néanmoins, eux, ils ont fait énormément de choses pour réduire leurs impacts. Mais au bout d'un moment, ils ont plafonné comme tout le monde. Et encore une fois, ils ont fait beaucoup de choses, notamment au niveau de la facture énergétique. Et donc, ils se sont dit, mais comment on va plus loin? Ils ont commencé à s'intéresser à leur territoire. Ce n'est pas compliqué en Bretagne, c'est qu'il y a un problème, parmi d'autres, c'est le problème d'algues vertes. L'eutrophisation. L'eutrophisation, elle vient d'où? Elle vient du fait notamment que les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup d'élevage de porc, ils utilisent du lisier de porc, ils bombardent les lisiers de porc sur l'agriculture, sur les champs. Donc, vous allez me dire, ils sont intelligents. Oui, sauf que le lisier de porc, ça bouscule les cycles du phosphore et de l'azote, notamment du phosphore. Et c'est ça qui crée derrière le phénomène des algues vertes. Les algues vertes, c'est une prolifération des algues qui vient quelque part coloniser les rivières et tuer la biodiversité parce qu'elles captent toute la lumière. Et donc, ce qu'ils se sont dit, ils ont contribué à ça, ils se sont dit, finalement, on va récupérer le lisier, on va limiter un peu l'épandage du lisier, on va aller dépolluer les rivières, donc on va aller ramasser ces algues, et toute cette biomasse, on va la mettre dans une usine de méthanisation, et donc ils ont cofinancé une usine de méthanisation, et cette usine va contribuer, du coup, à leur apport énergétique. Vous voyez la logique qui consiste à dire, cette fois, je sors de mon périmètre et je me regarde. Et donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, Expansiance, qui est une des boîtes qui a fait la première CEC, ils ont une usine qui produit dans l'Eure, qui produit pour le monde entier, c'est Mustela, vous savez. Et ils sont rentrés dans cette logique territoriale. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on pourrait se sourcer avec des matières, avec des végétaux qui sont à 80 km de rayon autour de l'usine? Mais ça veut dire que du coup, on va devoir rencontrer d'autres personnes. Et donc, ils ont rencontré le député, des agriculteurs, des associations, les riverains, etc. Il y a tout un travail qu'on peut faire aujourd'hui qui est de sortir de ces murs pour se dire comment est-ce que je peux venir soutenir des initiatives de régénération, encore une fois, socio-écologiques. Voilà, une dernière chose, peut-être avant de conclure, c'est pour les entreprises ici, peut-être qui font du service. Pour les entreprises qui font du service, par exemple, si c'est du service logiciel, on peut se dire, mais je suis loin du vivant, hein. Peut-être que certains de vous dites ça, on est loin du vivant, je ne vois toujours pas le chemin. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous dire, mon rôle, ça va peut-être d'aller aider les autres à aller vers la régénération. C'est très vrai pour les banques aussi, hein. Souvent, on a des banques qui nous questionnent. Je leur dis, mais c'est quoi votre levier à vous, banque? Fondamentalement, c'est quoi votre levier? Prêter du pognon. Alors, prêter du pognon pour des projets régénératifs. Et à un moment donné, bon. Vous n'avez pas, vous, acquérir du foncier ou faire de l'agriculture régénérative. Là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est une société qui s'appelle Regen Networks aux États-Unis. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont développé un système d'information qui va être capable de mesurer la séquestration carbone de l'agriculture régénérative. Donc, les agriculteurs qui passent en agriculture régénérative, eux, ils sont capables d'aller faire du carottage, donc ils font de la mesure de sol, ils mettent des capteurs, ils ont des données satellitaires et ils sont capables du coup de chiffrer la séquestration carbone et donc de valoriser ce carbone sur le marché du carbone au niveau des crédits carbone au niveau américain. Donc vous voyez, leur savoir-faire de logiciel, ils l'ont mis au service de la promotion en fait du passage à l'agriculture régénérative et de la valorisation du carbone. Voilà, je finis là-dessus. Je suis allé vite, c'était peut-être dense. Il y a un petit temps de questions-réponses. J'espère que ce n'était pas roboratif. Peut-être que sur ces notions de modèle économique, ce qui est intéressant, ce qui est important, et ça je vous livre un peu notre recul là-dessus, puisqu'on a fait nos erreurs aussi, c'est peut-être d'y aller étape par étape. Évidemment, d'y aller par une phase d'étude, de préfiguration, d'aller vraiment voir comment ça pourrait ressembler, cette évolution de modèle économique, et peut-être pas d'attaquer le cœur de l'activité, peut-être de le faire sur un périmètre périphérique ou sur une nouvelle activité. C'est de vous préparer à une bascule.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui prend son modèle économique, le cœur de son business, et qui dit allez, dans 2 ans, c'est passé au regen. Non, en fait, ça ne marche pas. On aurait aimé, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, si on faisait un sondage, au moment où vous diriez mais non, non, c'est trop risqué, vous auriez raison. Donc, raisonnez par expérimentation. Et cette expérimentation, à un moment donné, ce modèle innovant deviendra peut-être le modèle du futur de votre activité. C'est comme ça que je vous inviterai plutôt à raisonner, pour aussi rendre la marche accessible, hein, pour pas vous rentrer dans une dynamique binaire en disant il faut absolument qu'on change de modèle, mais c'est vraiment casse-gueule. Il y a encore des tas de choses à identifier, à découvrir pour voir dans quelle mesure votre modèle peut évoluer. Donc voilà, pragmatisme, beaucoup de choses sur notre site web. Tout nouveau, tout beau, c'est pour ça que je l'ai affiché, on est très fiers, mais surtout des ressources, hein, donc des études, des cas, voilà, des vidéos, vous pouvez voir tout ça. Et peut-être ma conclusion. Ma conclusion, ça serait de regarder tout ça avec à nouveau le petit bonhomme et la petite bonne femme, de vous dire que les premiers pas eux-mêmes, ils peuvent être régénératifs. Que cette CEC soit régénérative pour vous, ça veut dire qu'elle soit vivante. Je pense qu'on est obligé aujourd'hui de se déconditionner d'énormément de choses, et notamment dans notre rapport au travail. Moi, ma vie d'avant, c'était de travailler sur les risques psychosociaux. Je me suis beaucoup intéressé à la souffrance au travail. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup d'entreprises où la vie n'était plus là, où on était dans quelque chose de mortifère. Donc, je vous invite à vivre votre démarche régénérative dès le premier pas comme quelque chose de vivant. C'est la vie, hein. Donc, comment on le fait? Avec du fun, avec de la joie, avec de la musique. Comment on fait pour que les personnes dans vos équipes puissent rentrer avec vous dans le projet? Comment qu'elles puissent exprimer leur singularité, leur talent? C'est ça, hein, notre génie d'être humain, c'est d'aller dans notre entièreté. Voilà, dès le départ, j'ai envie de dire, que ce projet soit régénératif dès le départ, et ça sera déjà énorme. Puis après, petit à petit, vous pourrez aller vers le modèle éco, vers des innovations. Et surtout, n'oubliez pas une dernière chose, peut-être. Vous voyez, dans les lunettes qui nous conditionnent, et je suis pris dedans, hein, comme vous, ben on se dit, mais finalement, quel est l'impact de tout ça, hein? On est d'accord? C'est un impact, puis je suis une petite boîte, hein. C'est quoi mon impact? Ça ne va pas changer le monde, hein. Puis de toute façon, les Chinois, etc. etc. En fait, négligez pas une chose, c'est que si vous avancez sur votre périmètre, si vous faites quelque chose, et on a la chance en Bourgogne d'avoir Ulteria, Ulteria, cet écosystème. Ben, Ulteria, qui est une petite boîte, Mobilewood, et tout ce groupe-là, ben, ils ont rayonné partout en France, voire en Europe. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'exemple que vous ferez, l'acte pionnier que vous ferez, ça peut rayonner bien au-delà de ce que vous imaginez, bien au-delà du périmètre de votre activité, bien au-delà du nombre de clients que vous allez avoir. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est d'allumer des lumières partout dans le monde pour rendre ce paradigme accessible. Et ensuite, l'information se diffusera. Et si dans votre activité, vous allez avancer, vous allez en inspirer peut-être sans le savoir des centaines et des milliers de par le monde. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y vers des décisions qui ne sont pas forcément raisonnables, mais des décisions qui sont souhaitables. Souhaitable, ça veut dire que ça vient du cœur. Et n'oubliez pas que moi, j'aime bien cette image. Est-ce que vous voyez la puissance d'éclairage d'une bougie dans le noir? Une seule petite bougie. Est-ce que ça peut éclairer dans le noir? On est dans une période sombre en ce moment. On a besoin d'allumer plein de bougies, donc je vous souhaite d'allumer plein de bougies. Merci. Merci Romain, merci beaucoup. Avec Anne-France, on va à médiation, peut-être qu'on peut enchaîner les slides et en prendre le temps. On a 7-10 minutes, si on grignote, pour avoir des interactions avec Romain. Il y a une invitation, justement, un peu efficacité, c'est avoir une question, aller droit au but, précisément, avec une intention précise et pouvoir avoir des réponses aussi un maximum, parce que j'imagine que ça suscite déjà, je vois les mains levées. Donc, invitation à des questions précises, nettes et rapides. Merci beaucoup. Bonjour. Je représente une collectivité ici. J'entendais que, selon toi, les collectivités seraient au cœur de la chose. Est-ce qu'avec Lumia, vous avez eu l'occasion d'accompagner des collectivités dans ces démarches-là? Parce que je t'entendais dire il faut prendre un bout, pas le cœur de la turbine, plutôt quelque chose d'assez périphérique. Et la question reste entière pour nous. Donc, si jamais tu as une expérience à partager, ça m'intéresse.
L'hôpital de Grasse, par exemple, que j'ai évoqué, on l'a fait avec le soutien de la région et avec le soutien de la communauté du pays, des entrepreneurs du pays de Grasse. Donc en fait, on a été d'emblée dans une logique territoriale multi-acteurs. Donc je pense, donc, sans rentrer trop dans le détail ici, il y a plein de sujets qui vont se jouer dans ce maillage-là. Aujourd'hui, la difficulté qu'on voit sur la régénération sur un plan territorial, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table, d'arriver à mettre des entreprises, à mettre des collectivités locales, à mettre peut-être des associations, peut-être des agriculteurs, de créer finalement le lien, de créer cette intelligence collective, cette intelligence d'aller dans le monde de l'autre pour être capable de tisser du lien. Je pense que les collectivités territoriales peuvent être ça. Le maillon, ça va se jouer beaucoup, beaucoup là, y compris sur un plan politique. Donc il y a une impulsion ici. On le voit aussi, on a lancé une dynamique sur le tourisme régénératif. Là aussi, on voit que ce sont des acteurs locaux qui vont impulser, des offices du tourisme par exemple. Tourisme régénératif, c'est chouette, hein. On fronce ses sourcils, mais imaginez un tourisme où quand on vient en tant que touriste, on a un impact positif sur le territoire qu'on visite et sur les gens, plutôt qu'aujourd'hui un tourisme qui est un peu prédateur, hein. Vous savez, on arrive dans des situations où ça va être tendu le tourisme, parce qu'on vient en concurrence sur les ressources. Pardon pour la digression. Voilà, un élément de réponse. Donc, on n'a pas, nous, une grosse activité avec les territoires. On apprend, j'ai envie de dire, comme tout le monde, mais on pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et voilà, notamment pour mutualiser les moyens aussi. Des champs à explorer. Bonjour, je reprends Pochico et l'hôpital de Grasse, mais tout compte fait, j'ai presque un des éléments de réponse à ma question dans ce qui vient d'être dit. Quand on regarde les photos, Pochico, on a des panneaux solaires, l'hôpital de Grasse, on n'en a pas. Si, je ne les ai pas montrés, mais il y en a pas. Je ne les ai pas vus. Ouais. Bon, voilà. Et je voulais savoir comment on faisait la différence entre choisir un toit avec panneaux solaires et un toit ou végétalisé, ou qu'est-ce qui vous amène à choisir plus l'un que l'autre? Oui, alors là, on a dans l'équipe quelqu'un qui a ces doubles compétences, qui a travaillé également chez Vinci. On s'aperçoit que les solutions au sol sont meilleures pour les panneaux photovoltaïques et notamment les solutions sur couvert végétal. Donc en fait, quand on a un toit, si on peut, il faut le végétaliser. Et si on a du foncier, mettre plutôt des panneaux solaires au sol et sur le couvert végétal, parce qu'en fait, l'évapotranspiration va réfrigérer les panneaux. Et les problèmes des panneaux, c'est qu'ils perdent en performance énergétique de 15 à 20% par forte chaleur. Donc on sait que les rendements sont meilleurs. Donc en fait, une approche régénérative va permettre aussi de conseiller, voire de réorienter les investissements sur les énergies renouvelables. Et ça me permet, merci, votre question permet de dire qu'il ne s'agit pas de mettre la techno dehors, hein. D'ailleurs, on va aussi vers des solutions qu'on appelle hybrides. On va hybrider, c'est hybride, c'est-à-dire on va marier et allier en fait du vivant avec la technologie. Il ne s'agit pas de sortir la technologie. Mais partout où on peut, d'aller mettre du vivant. Oui. Bonjour, Jean-Marc Le Gouillon. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des expériences entre projets en économie régénérative et monnaie locale? Voilà, c'est la question. Non. Merci pour la question. Non, on n'a pas effectivement cette expérience-là, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Ouais. Ah ouais. Bonjour. Mais on pourrait, c'est sûr. Ça serait chouette. Ouais. J'ai une question sur les stockages de données, qui est une des plus grosses pollutions, je crois. Est-ce que vous n'en avez pas vraiment parlé, il me semble? Vous avez touché du doigt le problème de ceux qui sont dans le service et qui travaillent essentiellement dans le numérique. Et je pense que c'est un très, très gros sujet aujourd'hui et dont on ne parle pas assez. Ouais. Sur le stockage des données, sur les sites Internet, tout le monde a cette question-là, je crois. C'est ressorti hier beaucoup. Comment on fait un site Internet low carbone? Comment on gère ces données quand on en a beaucoup? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que vous proposez dans vos... Alors, directement, non. On a été sollicité par des leaders mondiaux des data centers qui réfléchissent aux data centers du futur. En fait, c'est intéressant. Alors, on pourrait condamner, dire que c'est dégueulasse, etc. Évidemment qu'ils explosent tout en termes de facture. Ils sont quand même déjà allés assez loin, en fait, dans l'optimisation des techniques habituelles de réduction de leur empreinte carbone. Et là, ils se posent la question d'avoir effectivement des data centers qui sont régénératifs du territoire dans lequel ils sont. Donc, toute l'approche que je vous ai présentée sur l'hôpital de Grasse, ça peut s'appliquer. Et puis après, il y a d'autres approches qui vont consister aussi à s'appuyer sur le vivant à l'intérieur, hein, récupération de calories, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais on n'a pas de réponse à ça de façon directe, j'ai envie de dire. C'est sûr que l'explosion des besoins énergétiques liés au numérique pose de gros problèmes. Donc, n'oublions pas le premier mouvement, sobriété, sobriété. Merci de le ramener, hein.
sobriété. De toute façon, on ne fera pas l'économie d'un questionnement de nos usages. Tant qu'on continue à vouloir vers l'illimité, vers notre toute-puissance, effectivement, on est en difficulté. Donc, l'approche régénérative n'a pas réponse à tout déjà, et puis elle ne remet pas en cause d'autres nécessités de changement dans nos modes de vie. Merci encore pour ce moment inspirant. Une question à l'échelon municipal. Le lien, alors, il y a l'explication du régénératif, mais il y a quand même le fait d'emmener le régénératif. Et donc, je fais le lien avec l'être humain. Et avec ses questions et ses réponses, ça tombe bien, c'est écrit derrière. Quand on veut changer un modèle, par exemple, au niveau municipal, quel conseil tu donnerais pour, alors je ne sais pas comment dire, emmener, informer, questionner en fait la population, sachant qu'on est sur des sujets qui sont quand même relativement techniques et qu'on va venir confronter des idées du style si on nettoyait la rivière, elle déborderait moins, alors que des fois c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc, par quel premier pas on pourrait aborder le sujet d'une commune régénérative, enfin du moins du fait d'aller vers une commune régénérative à l'échelon municipal? Merci, c'est un super chantier. Je n'ai pas d'expérience qu'on a pu mener récemment sur laquelle je pourrais m'appuyer. Je peux te donner quelques éléments que je perçois. Mais effectivement, systématiquement impliquer l'être humain et notamment l'impliquer dans le projet, mais l'impliquer aussi dans quelque chose de peut-être de sensoriel. Tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les solutions. Et bien ça, c'est une lunette en fait. C'est-à-dire on va appliquer ou plaquer des solutions sur la nature. En fait, déjà là, on est quelque part dans un mode de pensée qui n'est pas le mode régénératif. Donc, c'est plutôt comment, vous voyez, posez-vous cette question simple. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça il y a 2 ans. Je me suis pris une claque. J'ai pris une semaine d'enseignement dans la Drôme. Je suis allé vraiment vivre une retraite d'enseignement sur les peuples racines, donc, etc. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le territoire. J'ai réalisé ce jour-là que je connaissais absolument pas mon territoire. Pourtant, j'ai fait un choix de vie. Je vis en Provence, je vis au cœur de la garrigue. C'est magnifique. Et ben, je ne sais pas où sont les sources. Je ne sais pas quels sont les enjeux de biodiversité. Donc, je pense qu'une partie tu vois, en tout cas, dans les premiers étages d'un projet, pour moi, il y a renouer avec un rapport à son territoire, un rapport aussi sensoriel, un rapport d'amour, un rapport de beauté. Et puis après, mettre de la connaissance là-dessus. La connaissance, c'est les trames écologiques, les enjeux, etc. Et donc, du coup, se poser la question de qu'est-ce qu'ensemble on a envie de faire. Mais j'aime bien aussi la façon dont tu amènes ça, c'est-à-dire ça peut être de poser une ambition régénérative. Je pense que la régénération, elle répond à une souffrance aujourd'hui. La souffrance, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. La souffrance, c'est qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à ce qui se passe. Pourquoi nous souffrons? Je vous invite à accueillir cette souffrance si elle vous traverse de temps en temps, parce que vous savez, Jung a dit embrasse pour que ça puisse disparaître, hein, plutôt que de refouler la souffrance. En fait, on est coincé. On sait que ça se détériore de tous les côtés et on ne sait pas comment agir. Et c'est effectivement pas en nettoyant une rivière une fois par an, même si c'est bien que l'on va agir. Donc je pense que, vous voyez, l'idée d'embarquer effectivement une municipalité et des collectifs vers ça en disant mais nous, on veut être régénératif, on veut régénérer notre rivière, on veut régénérer telle espèce et on veut peut-être rayonner pour le territoire. C'est magnifique, allez-y à fond. Et l'éducation est fondamentale. Ouais. Le lien. Et le lien, faire ça dans la joie, faire ça ensemble. Ouais. On va prendre une dernière question qui va être hyper précise, rapide, avec une réponse qui va être directe, droite au but. Ok, je fais au mieux. Déjà, merci beaucoup pour toute cette intervention. Moi, je voulais revenir sur le modèle économique volumique et les indicateurs qui lui sont associés, notamment le PIB. J'ai de vagues souvenirs de Joseph Stiglitz qui avait proposé de faire évoluer cet indicateur. Est-ce que tu as des éléments à nous donner sur l'état de la discussion universitaire ou au sein de nos institutions pour prendre en compte plus de critères? Question fermée, oui ou non? Alors, c'est binaire, attends. Bah oui, oui, jamais. Et puis après, on les donne ou non, j'ai pas. Ce n'est pas notre objet de travail au niveau macro.
On ne bosse pas au niveau macroéconomique. Je t'invite à aller regarder évidemment les travaux de Timothée Parric sur le sujet, qui sont vraiment au niveau macroéconomique. Son travail extraordinaire sur ralentir ou périr. Et puis, il y a quand même des choses qui existent, des indicateurs. Il y a le bonheur national brut au Bhoutan. Il y a plein de choses, en fait. Oui, avec les limites. Pardon ? J'ai vu le documentaire, mais c'est vrai que je pose aussi cette c'est question plus parce qu'un que documentaire. au Bhoutan, il y a un documentaire donc, que j'ai vu il y a quelques mois et on suit 2 agents qui sont un mélange d'agents recenseurs de l'INSEE et des RG parce qu'il n'y a pas de protection des données personnelles. Et en fait, c'est trop loin de nos bases et il est très difficile de tirer des parallèles, quoi. D'où ma question. En tout cas, Christophe reste disponible. Romain, pas Jean-Christophe. Romain reste disponible. Si jamais vous avez besoin, on fait le lien pour continuer la conversation et l'échange et l'approfondir dans notre échange. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, tu restes un petit peu avec nous. On va avancer.